Voici donc le cours numéro 1, après le cours numéro 0. Cette fois-ci, je voudrais vous parler du contenu de ce que nous avons dans la tête. C'est un peu ambitieux, me direz-vous, mais c'est ce qui fait que nous sommes ce que nous sommes. Nous sommes, je suis la concaténation de ce que j'ai vécu, la condensation de tout ce que j'ai vécu, ce qui a fait que je suis moi. Je ne suis né totalement vierge, je ne nais pas avec un caractère, avec des prédispositions, des ceci, des cela, non, tout le monde est égal au départ. Et puis ce sont les aventures de la vie, les relations avec les autres, qui ont fait que je suis devenu plutôt comme ci que comme ça. Et donc, on pourrait se dire, eh bien oui, d'accord, je suis le résultat de tout ce que j'ai actuellement dans ma mémoire. Donc de tout ce que j'ai vécu dans la réalité. Ah, c'est là que se pose la question. Parce que tout le monde a fait cette expérience un jour, bon, particulièrement dans un couple, surtout un couple qui s'est disputé et qui s'est séparé. Tu te souviens ce qui s'est passé à tel moment, à telle époque avec ton père et l'autre personne de répondre « Ah mais ça s'est pas du tout passé comme ça ». Et c'est-à-dire que l'illusion que nous pouvons avoir d'une réalité vraie, c'est-à-dire conforme exactement à ce qui s'est passé, c'est une illusion justement. C'est-à-dire nous déformons les souvenirs. Il y a une base de souvenirs de la réalité, bien sûr, mais nous déformons. Et nous déformons plus ou moins. Donc la preuve, c'est que justement, chacun n'a pas la même mémoire à propos des mêmes événements. On pourra même dire, certains pourront dire, mais tu sais, à tel endroit, on est allé tel jour à tel endroit, et l'autre personne de dire, mais non, on n'y est jamais allé. Ça peut arriver aussi. C'est-à-dire que même un événement peut avoir été supprimé ou ajouté dans la mémoire, avec la conviction qu'il s'agit de la réalité. Donc nous sommes faits de tout ça, c'est-à-dire les souvenirs de la réalité, mais les souvenirs déformés de la réalité, et peut-être bien des fantasmes tout court, c'est-à-dire des fantasmes qui apparaissent sous la forme de souvenirs, mais qui ne sont que des imaginations que nous avons eues. Alors, un des exemples les plus étonnants qui m'a été donné de vivre, je vous donne d'abord un exemple dans mon travail de psychanalyste en institution, en dispensaire, où j'ai reçu pendant une bonne quinzaine d'années un monsieur dont la vie était complètement aplatie, parce qu'il ne pouvait pas travailler, il vivait chez sa mère, il avait plus de 50 ans à cette époque-là, il vivait encore chez sa mère, donc à cet âge-là, et il m'avait tout de suite raconté, dès les premières séances, que sa vie était telle qu'elle était parce que, quand il était petit, il avait tué un enfant et il en avait rendu un autre aveugle. Et il m'a raconté, avec force détail, comment il avait tué cet enfant et rendu un autre aveugle. Et puis un jour, ça faisait déjà quelques années que je l'écoutais, dans une séance, quelque chose m'a frappé, quelque chose de nouveau, qui a fait que je me suis demandé moi-même si je pouvais y croire à cette histoire, alors que j'y avais cru jusqu'à présent. Parce que mon principe de base, c'est que je crois à tout ce qu'on me dit. Et j'en change pas d'ailleurs. Mais il y a deux nuances. Il y a croire en la réalité de ce qui est dit, ou croire en la vérité d'un fantasme. Parce que un fantasme, il a sa vérité aussi. Il est vrai que je fantasme. Et il est vrai que j'en parle. Donc était-ce pas plutôt un fantasme ? Ça m'est venu parce qu'il a parlé de son père, qui lui avait raconté. Alors je vais poser la question, mais cet enfant que vous avez tué, vous l'avez vu mort ? Et il me répond, non, je ne l'ai pas vu mort. Mais alors comment le savez-vous que vous l'avez tué ? Ah je me rappelle très bien le coup de canne que je lui ai donné, pour savoir s'il était mort, c'est mon père qui me l'a dit. Ah.
Et pour l'enfant que vous avez rendu aveugle, vous l'avez vu après, aveugle? Non, je l'ai jamais revu. Mais je me revois très bien lui lancer un pot de peinture sur la tête, et c'est la peinture qui l'a rendu aveugle. Mais vous l'avez revu après, aveugle? Ah non, c'est mon père qui me l'a dit. Et c'est là que j'ai commencé à avoir une petite ampoule au-dessus de la tête qui me disait, mais ce ne sont peut-être que des idées. Cette histoire de pot de peinture, ça me rappelle le premier rêve qui m'a fait prendre conscience du fantasme de castration. En résumant le rêve, c'était que je voyais un manche à balai recouvert successivement d'une couche de peinture rouge et d'une couche de peinture bleue. Hein. La peinture, ça voile, ça masque la castration. D'une manière générale, tout ce qui est peinture, c'est-à-dire esthétique, ce qu'on rajoute sur une surface pour ne pas voir que quelque chose ne va pas dans cette surface, que quelque chose est moche, c'est pour faire beau, pour faire joli. Eh bien, à l'époque, ça ne m'a pas frappé, cette similitude entre ce qu'il raconte comme un souvenir, le pot de peinture, et mon rêve des pots de peinture, de l'usage de la peinture pour voiler la castration. Le manche à balai, c'est le phallus, évidemment. Eh bien, peut-être que quelque chose d'un refoulement m'a empêché à l'époque de mettre en rapport son pot de peinture et le mien. Ça me revient maintenant. Pourquoi ça me reviendrait maintenant si ça n'avait pas été voilé auparavant? Mais si j'avais laissé venir cette similitude à l'époque, peut-être aurais-je pu, non pas plaquer mon souvenir sur le sien, mais me servir de mon souvenir pour lui poser une question. Peut-être, ça aurait peut-être fait tourner les choses autrement. Vous voyez que dans mon métier d'analyste, le métier d'analyste, c'est ça, ça consiste à se servir de ce qu'on a traversé soi-même pour aider l'autre à le traverser lui-même. Pour arriver à lui faire comprendre si c'est un fantasme ou si c'est la réalité, non, c'est pas le but. C'est juste de faire avancer la question. Je lui ai dit, mais enfin, vous ne savez tout ça finalement que grâce à votre père. Eh bien oui, hein, c'était le discours du père. Est-ce que j'en conclus directement que non, ce n'était pas de la réalité, ce n'était que du fantasme? Je préfère ne pas conclure, parce que je ne suis pas de la police, je ne suis pas un détective, je ne suis pas là pour décider du caractère de réalité ou de fantasme de telle ou telle chose. Ce qui est le plus important, c'est la façon dont la personne le vit. Si cette personne le vit comme réalité, eh bien c'est sa réalité, je ne peux pas aller contre. Maintenant, si cette réalité, parce que c'est pris pour réalité, écrase toute sa vie, là, il y a peut-être quand même quelque chose à faire. C'est ce que j'ai fait en essayant de lui poser des questions qui pouvaient amener un doute. Non pas en amenant une certitude contraire, c'est-à-dire, mais non, ce que vous me racontez là, c'est des fantasmes. Bah non, ça marche pas. Non. Mais en posant quelques questions, comme je l'ai fait à propos de son père, et en concluant, ah bon, vous ne savez donc tout ça que par rapport à ce que vous a dit votre père, eh bien, peut-être un doute pouvait s'insinuer. Et c'est le cas, puisque à un moment, il m'a dit, ah ben oui, peut-être que tout ça, je n'ai fait que le rêver. Mais ça n'a pas tenu longtemps, quelque temps après, il est revenu avec cette idée que c'était la réalité. J'ai reposé des questions, il en est revenu à l'idée que ça pouvait être un rêve. Et puis il est revenu à l'idée que c'était la réalité. Bon, mais pendant ce temps, il progresse dans sa connaissance de lui comme sujet. C'est ça qui est important. C'est pas d'arriver à une conclusion définitive pour lesquelles on n'a souvent pas d'éléments. Alors là, c'était peut-être un peu gros. Un enfant qui tue un autre enfant, même avec un coup de canne, qui le rend l'autre aveugle, ça fait beaucoup. D'ailleurs, il m'avait raconté aussi qu'il avait rendu une femme borgne parce qu'il lui avait tiré dessus avec une sarbacane stylo, vous savez, où on met un grain de riz, on souffle, et il lui avait envoyé un grain de riz dans l'œil. Et je lui ai demandé, est-ce que vous l'avez revue après? Ah non, il n'avait jamais revu cette femme.
sauf le jour où il lui avait envoyé ce grain de riz dans l'œil. Vous voyez, ça tourne autour de la même préoccupation, autour des yeux, du regard. Il y avait quelque chose. Mais voilà, c'est un des exemples les plus énormes que j'ai eu à traiter dans ma vie de cette question de avons-nous affaire dans la mémoire à des fantasmes ou à de la réalité? Ce qui vient dans pratiquement toutes les analyses, c'est la question du ai-je été abusé dans mon enfance? Ai-je été violé dans mon enfance? Soit par mon père, mon frère, ma sœur, ma tante, ça arrive. Il y a des gens qui arrivent en disant « oui, ça m'est arrivé ». C'est une certitude et c'est pour ça que je suis dépressif, c'est pour ça que ça va pas, etc. Et il y a d'autres gens qui arrivent avec aucune conscience de ce genre de truc. Et c'est avec l'analyse, avec des années d'analyse, que quelque chose vient qui ressemble à ça. Mais est-ce la mémoire d'un fantasme? Fantasme d'avoir été violé par le père, ou par la mère, ou par un frère? Ou est-ce une réalité? Y a-t-il eu? On ne peut pas, ça c'est pas la même chose qu'un meurtre, hein, comme dans l'exemple précédent. La sexualité dans l'enfance, le rapport aux parents, sous des formes plus ou moins sexuelles, ça existe. Hein. Sachant que le premier rapport de bébé qu'on a avec les parents, c'est qu'ils nous nourrissent, certes, mais au sein, ce qui n'est pas une partie du corps tout à fait neutre. Hein. J'ai rencontré suffisamment de femmes qui se posaient cette question entre le sein instrument érotique et le sein instrument de nourrissage, et des efforts qu'elles faisaient, par exemple, quand elles nourrissaient leur bébé, pour éviter toute pensée érotique à ce moment-là, même si ça leur provoquait un petit peu de plaisir. Parfois ça provoque de la douleur, mais la douleur peut parfaitement n'être que le refoulement du plaisir, c'est-à-dire son inversion dans le contraire. Hein, pour éviter d'avoir à ressentir du plaisir, on ressent de la douleur. Peut-être c'est que physiologique, j'en sais rien du tout, mais ces questions se posent. Et les questions, elles sont vraies. La réalité de la chose, après, bon, c'est pas. Mais les questions et les fantasmes qu'il y a là autour, ils sont vrais. Et puis non seulement on nourrit, mais on nettoie les bébés, on est obligé. Et donc ça suppose de toucher les parties sexuelles. Donc tout le monde vous dira « Ah oui, non, mais on fait ça d'une manière totalement neutre, c'est uniquement pour nettoyer. » Oui, 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 bon, enfin quand même. Quand même. Il y a façon et façon de le faire. Et je ne suis pas là pour dire ce qui est bien, ce qui est mal, ce qui est de la réalité, ce qui est du fantasme, j'en sais rien. Mais il y a ça. C'est incontournable. Et donc comment ça se transforme après dans la mémoire des parents qui font ce travail-là, la mémoire du bébé, dont beaucoup de gens disent « Ah oui, non, mais c'est un bébé, il comprend rien, il sait pas, etc. » Oui, non, mais non. Le corps, lui, peut se souvenir. Et c'est pas neutre. C'est peut-être même une des sources du complexe d'Oedipe. Et donc, autre exemple qui m'a été donné d'entendre de la part d'une femme que j'ai écoutée pendant 18 ans, qui dans le cursus de cette longue analyse m'a raconté qu'un jour elle se promenait dans les bois près de sa maison et qu'elle a vu un monsieur qui était derrière un petit garçon à quatre pattes et que c'est quelque chose qui l'a effrayée, elle s'est enfuie. Bien entendu, avec sa pensée d'adulte, elle se demande « Tiens, est-ce que j'ai été témoin d'un viol ?» Avec sa pensée d'enfant, elle ne savait rien d'autre que dire que c'est un monsieur qui est derrière un garçon à quatre pattes. Et puis, beaucoup plus tard,
elle me raconte que elle se souvient qu'un jour, elle était à quatre pattes dans la forêt et qu'elle a été piquée par une fourmi au derrière. Ça lui a fait très très mal. Elle est rentrée à la maison en pleurant. D'ailleurs, ça saignait de partout. D'ailleurs, l'intestin était sorti et sa mère a dû la tenir par les pieds pour faire rentrer l'intestin à l'intérieur du ventre. Et elle n'a rien su dire d'autre à sa mère que je me suis fait piquer par une fourmi. Et puis, plusieurs séances après, c'est moi qui ai dû lui dire, mais vous vous rappelez que vous m'avez dit que vous aviez vu quelqu'un derrière un garçon à quatre pattes. Et c'est là qu'elle a dit, ah oui, c'est peut-être bien que le garçon, c'était moi. Vous voyez que le souvenir est capable aussi de se transformer soi-même de fille en garçon. Hein, et que donc c'était peut-être une scène de viol. Alors cette scène de viol dans l'enfance, était-elle un fantasme, un rêve pris pour une réalité, ou y a-t-il eu effectivement une réalité d'un viol dans l'enfance? On ne sait pas. On ne sait pas, mais néanmoins, toutes ces choses bouillonnent dans la tête et bouillonnent dans l'inconscient. Parce que vous voyez, par rapport à cette femme, par rapport au monsieur dont je vous parlais tout à l'heure avec le meurtre des enfants, c'était tout le temps présent dans sa conscience. Pour cette femme, c'était quelque chose de totalement inconscient qui est venu dans le cursus de l'analyse. L'important, c'est que ce soit venu et que ça ait été parlé. Après, décider de la réalité, du fantasme, ça appartient à cette dame, ça appartient à son travail futur en analyse. Mais quoi qu'il en soit, ce n'est pas la conclusion, réalité ou fantasme, qui va faire avancer quelque chose. C'est ce travail de faire revenir à la mémoire ce qui est dans la mémoire. La mémoire consciente, la mémoire inconsciente. Donc surtout la mémoire inconsciente, dont on n'a pas conscience, le travail de l'analyse étant justement d'amener à cette conscience de quelque chose qui a été oublié. La meilleure des choses, parce que là je vous parle des autres, c'est pas la meilleure des choses à faire. C'est juste pour vous indiquer que ça n'existe pas que chez moi. Mais c'est chez moi que je peux faire le plus de remarques pertinentes, puisque je dispose en moi du stock des associations, du stock de tout ce qu'il y a dans ma mémoire. Donc là, je peux dire quelque chose, en effet, de pertinent. Eh bien, je vais vous parler d'un rêve qui m'a mis sur la piste de ce quelque chose, et ce quelque chose continue de se travailler à l'heure actuelle. Hein. J'ai commencé à le travailler, je devais avoir 58-59 ans, et j'en ai fait un livre qui est paru quand j'avais 61 ans, donc en 2011, c'est ce livre. Voilà. Scène primitive, dans lequel je raconte tous les déboires qui me sont arrivés à la suite de ce rêve révélation. Alors le rêve en question est le suivant. Je suis en voiture dans les Pyrénées. Les Pyrénées, une montagne en France qui sépare la France de l'Espagne. Et je laisse ma voiture à un parking et je vais visiter la vieille ville, cette vieille ville dans la montagne. Et puis je me perds, je sais, j'ai du mal, je cherche la voiture dans les petites rues, je cherche, je ne trouve pas. Et puis je remonte dans une petite rue qui me semble déboucher là-haut sur la grande route par laquelle je suis arrivé. Et en remontant cette petite rue, il y a une voiture qui est garée là,
et qui empêche le passage, mais quand même, je peux passer. C'est à ce moment-là que je me rends compte que je ne suis pas à pied, mais dans un tracteur. Le tracteur, c'est large, ça a bien du mal à passer. Et que dans cette voiture qui est stationnée là et qui bouche un peu le passage, il y avait un jeune homme, et que la jambe du jeune homme se trouve prise dans la roue arrière du tracteur. Et ensuite, la jambe de ce jeune homme est habillée d'une basket. J'enlève cette basket. À l'intérieur, je trouve une dosette de café blanche, remplie de café donc noir. Et je m'aperçois en fait que c'est pas du café, c'est une poudre blanche, c'est-à-dire quelque chose comme de l'héroïne ou de la cocaïne. Et comme je n'ai jamais touché ce genre de drogue et ça me fait plutôt horreur, je jette la basket dans le ravin avec beaucoup de colère. Il y a dans cette histoire de tracteur qui a du mal à remonter la rue parce que c'est trop étroit, quelque chose d'un acte sexuel. Un acte sexuel anal, parce que c'est trop étroit. Et ça, c'est exactement ce que dit Freud quand il parle du Forda. Le Forda, c'est ça, c'est cet enfant qui jette un jouet au loin, et c'est ça la manière la plus fréquente. De temps en temps, alors une fois, Freud a vu cet enfant ramener une bobine grâce à un fil, après l'avoir jetée au loin. Quand il jette au loin, il dit « oh », ce qui signifie « forte » en allemand, c'est-à-dire « loin », et quand il ramène la bobine, il dit « ah », c'est-à-dire « da », « là » en allemand, c'est-à-dire loin, près, ou là-bas, ici. Et Freud en conclut que le jeu, qui consiste à jeter les objets au loin pour qu'ils soient cachés de la vue, éventuellement pour les ramener, mais pas toujours, c'est pour symboliser les départs de la mère. La mère s'en va, l'enfant n'y peut absolument rien. Il subit ce départ. Et en envoyant quelque chose au loin, il est l'acteur de ce départ. Et de cette façon, c'est ce qu'on appelle symboliser. C'est-à-dire surtout symboliser le soi-même qui agit au lieu du soi-même qui subit. On passe du passif à l'actif. C'est exactement ce que je fais dans mon rêve. Et donc, c'est une des fonctions du rêve, une des fonctions principales du rêve, je dirais, justement de mettre en jeu ce jeu du Forda, mais d'une manière imagée, c'est-à-dire se mettre à la place de celui qui a été actif alors que j'étais passif. Mais de ce fait, je deviens actif. Et de ce fait, je deviens sujet. C'est ça que le rêve permet. Le tracteur lui-même, avec ses grosses roues à l'arrière, qui représentent comme des couilles, et avec le moteur à l'avant qui représente comme un phallus, c'est donc quelque chose qui essaie de forcer son passage là. C'est moi qui suis le conducteur et la jambe de ce jeune homme est prise dedans. La jambe, c'est-à-dire le phallus, en fait, puisque c'est au bord, les jambes sont au bord de la zone sexuelle, et pour ne pas voir la zone sexuelle, on remplace par les bords. C'est ce que j'ai découvert à la suite de centaines et de milliers de rêves. Et donc, j'avais bien conscience, en passant avec le tracteur, que la jambe du jeune homme risquait d'être arrachée, du fait du passage en force du tracteur. Et que donc le risque de cet acte sexuel, c'était la castration. Ce qui se manifeste aussi par le fait que j'enlève la basket et que je la jette. Ne pouvons pas jeter la jambe, je jette la basket, ce qui est une métonymie, si on veut. La basket représente la jambe représente le phallus. Et pourquoi cette dosette de café qui est à l'intérieur, c'est pour me mettre sur la piste, c'est un indice. Il se trouve que ce jour-là, c'était il y a bien longtemps, il y a peut-être une dizaine d'années maintenant, je partais en vacances et j'avais prêté mon appartement à mon frère aîné. Et avant de partir, il était venu avec sa femme,
Ils étaient venus pour la soirée avant que je parte. Et le soir même, il m'a demandé comment fonctionnait la machine à café. Je lui avais donc expliqué comment on met les dosettes de café dans la machine. Ces dosettes de café que je retrouve dans la basket, dans mon rêve. Et pour moi, c'était en quelque sorte une sorte de revanche, parce que mon frère aîné de 11 ans de plus que moi s'est toujours présenté comme un substitut paternel, c'est-à-dire quelqu'un qui sait mieux que moi, qui sait mieux faire, qui sait mieux tout sur la vie, sur l'histoire, sur la physique, sur la chimie, sur les relations entre les hommes. Bref, je faisais beaucoup d'efforts pour paraître aimable, parce que ça me cassait un peu les bonbons, cette histoire. Néanmoins, ce soir-là, revanche minuscule, mais il ne savait pas sur une chose, la machine à café. Je pouvais lui apprendre enfin quelque chose. C'était une revanche. Et donc du coup, j'entends le reste du rêve. C'est moi qui conduis le tracteur, le phallus. C'est moi qui, donc, pourrait avoir un rapport dans ce canal trop étroit qui pourrait être un anus. En fait, c'est mon frère. Et je me suis mis à la place de mon frère par revanche, de la même façon que je me suis mis à la place de celui qui enseigne à propos de la machine à café. Ça, c'est une des caractéristiques du rêve et de la mémoire d'une manière générale. C'est-à-dire ce qu'on a subi un jour, on le revit en rêve, mais en étant celui qui agit au lieu de subir. C'est une revanche et c'est une façon de ce que j'appelle symboliser un acte qu'on a subi, mais en étant celui qui agit à la place de celui qui avait agi à l'époque. Donc, me vient l'idée que j'ai pu être violé par mon frère, quand j'étais bébé, bien sûr, quelque chose de très 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 ancien et de très 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 refoulé, et que cette machine à café et le rêve qui s'en est suivi étaient une façon de prendre ma revanche sur lui, sur celui qui est le plus fort, celui qui a le phallus, et qui, du fait de ce viol, m'a transformé en femme l'espace d'un instant, d'où l'idée de la castration et l'idée de l'horreur de cette castration. La machine à café, la dosette de café qui contient une poudre blanche au lieu d'une poudre noire, me renvoie aussi au sexe de ma mère, par opposition du noir et du blanc. Le noir des poils pubiens, le blanc de la peau. Donc, à cette même époque très archaïque, je pense que j'ai dû voir le sexe de ma mère. Comme beaucoup de mères, elles prennent le bain avec les enfants, ça arrive, on se dit toujours oui, mais ça n'a pas d'importance, il est petit, il voit rien, il comprend pas. Oui, enfin j'ai bel et bien vu parce que j'ai ça dans ma mémoire, hein, que je voyais sous une forme d'hallucination quand j'étais adolescent. Je voyais une succession de noirs grumeleux et de blancs lisses. C'est l'opposition du grumeleux, des poils et du lisse blanc qui m'a mis sur la piste beaucoup plus tard pendant mon analyse pour comprendre que j'avais gardé cette chose-là en tête. Et donc cette chose-là en tête revient à propos de ce rêve, puisque la façon dont j'avais compris ma vision du sexe de ma mère, c'est qu'il y avait une castration. Puisque je ne retrouvais pas, au milieu du noir grumeleux, je ne retrouverais pas le blanc d'un phallus. Ce qui me semblait inexplicable, sauf par le tranchant d'un couteau qui aurait coupé ce qu'il y avait de blanc au milieu du noir. On ne peut pas s'empêcher de penser au yin et au yang, qui est comme ça une façon de mêler le noir et le blanc. Alors bien sûr, après on en fait un truc très philosophique au niveau des taoïstes,
mais peut-être bien parce que c'est tout simplement un fantasme universel venant de la part de philosophes qui ont su le traduire de cette façon-là, mais pour tout le monde, c'est peut-être une façon de réussir à symboliser cette opposition du noir et du blanc sur le bas-ventre de la mer. Donc ce tracteur phallus pouvait bien être plutôt celui de mon frère, mais c'est moi qui le pilote, ça devient le mien. Et je lui renvoie donc la castration qu'il m'avait envoyée à l'époque, et qu'il a entretenu toute sa vie sur un plan symbolique, en me rabaissant toujours, en faisant toujours de moi celui qui ne sait pas, celui qui ne sait pas se débrouiller, celui qui ne sait pas les choses. Et d'où cette revanche, je savais faire fonctionner la machine à café. Donc la même question que pour mon monsieur au meurtre d'enfant ou madame au viol dans l'enfance, se repose la même question. Est-ce le souvenir d'une réalité? Est-ce le souvenir d'un fantasme? Parce qu'on peut se souvenir d'avoir fantasmé aussi. Et c'est là que c'est plus particulièrement inconscient. Eh bien, je n'en sais rien. Tout ce livre indique les différentes façons dont, à travers différents rêves, j'ai obtenu confirmation de ce que c'était dans ma mémoire. C'était dans mes mémoires, cette idée de viol, mais toujours pareil, fantasme ou réalité? Je n'en sais rien du tout. Par contre, il y a un souvenir dont je suis sûr que c'est de la réalité parce que ça s'est produit jusqu'à très tard. Ma mère m'a donné des lavements sous prétexte de constipation. Je n'étais pas constipé du tout, c'est elle qui l'était. Mais comme beaucoup de mères, elle faisait de la projection et elle me donnait des lavements. Ce qui était aussi une façon de m'enculer. Donc de me mettre en position féminine, ça faisait très mal. J'en ai des souvenirs très douloureux. Et donc ça a pu se combiner avec cette idée de viol par mes frères. Se combiner de façon à exclure ma mère de la culpabilité d'une violeuse. Parce que ma mère, je l'aimais aussi, comme tous les petits-enfants, qui s'est fait nettoyer par sa mère, éventuellement dans une baignoire où elle était aussi toute nue. Donc il y a eu des germes d'érotisme qui ont été posés d'une manière ou d'une autre, et qui reviennent d'une manière violente à travers cette mise en position féminine qui suppose une castration. Peut-être donc ma mémoire a-t-elle arrangé les souvenirs de façon à exclure ma mère de la culpabilité et la remplacer par mes frères que je n'aimais pas, que je n'avais aucune raison d'aimer, puisqu'ils ont passé leur vie à me faire des grâces. Donc il y avait tout intérêt à ce que ce soit plutôt eux les coupables. Donc ai-je trouvé la solution, au sens où je n'ai fait que déplacer la culpabilité de ma mère qui m'a effectivement enculé, non pas d'une manière sexuelle avec un phallus, mais avec ce qu'elle pouvait, c'est-à-dire la canule d'une poire à lavement, ou est-ce juste un fantasme? Sachant que les lavements en question, eux aussi, même s'ils ont lieu dans la réalité, viennent corroborer un fantasme. Un fantasme d'avoir une relation sexuelle avec ma mère. Je ne pouvais pas l'avoir de façon masculine, puisque j'étais trop petit, mais je pouvais l'avoir en position féminine avec cette mère qui se met en position masculine. D'où l'intérêt de transformer ces souvenirs de façon à les rendre un peu plus conformes au fantasme. Alors je n'ai toujours pas de réponse dernière à ces questions. Je les fais travailler,
Et le fait de savoir que j'ai ça dans ma mémoire, eh bien, ça m'étoffe comme sujet. Je sais un peu mieux de quoi je suis fait. Et ça me fait avancer. C'est ça qui me donne une assise plus stable dans la vie. Une assise plus forte. Je ne sais pas comment dire. Enfin, le fait que je me sente plus à l'aise, tout simplement, dans ma vie, parce que ces souvenirs refoulés ne font plus leur effet de manière inconsciente. Ils le font de manière consciente. Donc, des rêves mettant en scène mes frères de cette façon-là, j'en ai eu des centaines. Donc on pourrait dire, ah, ça confirme. Ça confirme que c'est dans ma mémoire. Et si j'ai fait ça dans ce livre, c'est-à-dire une enquête sur une suite de rêves dans les années il y a 10 ans, je pourrais parfaitement le recommencer aujourd'hui. Et je peux le recommencer devant vous, effectivement. Mais avant d'y venir, je voudrais encore aborder un aspect peut-être un peu plus théorique du rêve que je viens de vous raconter. Vous avez remarqué peut-être que je laisse la voiture sur le parking, je fais tout un périple dans la ville, et c'est en essayant de retrouver ce parking que je me trouve dans cette rue qui monte avec mon tracteur. Eh bien, si on représentait ça sur une carte de la ville, on obtiendrait une boucle. Voilà ce que j'appelle faire de la topologie. Vous savez qu'il y a une mode qui a été lancée par Lacan qui est de faire de la topologie. Que la topologie, ça serait le nec plus ultra de la psychanalyse. Alors, et on part dans des explications extraordinairement compliquées à propos de figures topologiques comme le cross-cap, la bouteille de Klein, ou encore les nœuds borroméens, A3, nœud A3, nœud A4, nœud A6, avec 6, 12, 24 croisements. Bon, des complications incroyables qui ne servent absolument à rien. La seule vraie topologie, c'est celle qui monte de la pratique. La pratique du rêve, là, me montre que je suis en train de faire une boucle. Je reviens sur un lieu où j'ai posé quoi? Ma voiture. Ce qui peut être une façon de poser son phallus. Tout le monde sait que la voiture a beaucoup de rapports avec le phallus, dans le sens où il faut avoir une plus grosse voiture que celle du voisin, et toutes ces choses-là. Et donc le phallus qui serait la clé qui boucle, comme la ceinture, la boucle de la ceinture, c'est ce qui permet de la boucler. Quel est l'intérêt de faire ce tour? Le simple fait de dormir, c'est déjà un retour à l'état utérin. Nous étions fœtus, nous dormions tout le temps. Donc je fais déjà une boucle du simple fait de dormir, je reviens à cet état pour le matin revenir à nouveau à l'état de veille, c'est-à-dire à l'âge que j'ai actuellement. Eh bien dans le rêve, on refait de ce genre de boucle aussi, on revient à des époques passées qui sont dans notre mémoire, disponibles dans la mémoire, et qui n'est pas refoulée par les préoccupations de la veille. Parce que dans la veille, je dois aller faire les courses, je dois aller faire la cuisine, je dois manger, je dois rencontrer un tel, etc., etc. Toutes ces choses-là refoulent le passé. On l'oublie, on pense aux choses actuelles. S'il nous arrive de repenser au passé, c'est plutôt lorsqu'on arrive sur le divan de l'analyste. On peut y repenser aussi quand on rencontre quelqu'un qu'on n'a pas vu depuis longtemps, ou comme ça, qu'il y a un souvenir qui revient au moment où on fait la cuisine, une chose comme ça. Mais c'est assez rare. C'est plutôt le rêve qui permet de faire ce retour, cette boucle. Pourquoi avons-nous besoin de faire cette boucle? Eh bien, parce qu'il y a des représentations qui, je dirais, sont restées inachevées. Je n'ai pas compris ce que c'était que le sexe de ma mère. Je n'ai pas compris ce que c'était que cet acte, le rapport sexuel, le viol, ce qui m'est arrivé sous la forme d'un viol. Je ne disposais pas à l'époque des informations suffisantes.
Donc c'est resté à l'état inachevé. Il y a un début de boucle, comme on le voit dans le rêve, je ne retrouve pas ma voiture à la fin, je retrouve le tracteur phallus. Bon, qui est une façon de le retrouver, mais sans le retrouver. Ça reste, ce qui indique que ça reste toujours inachevé. Et puis je jette cette basket dans le fossé. Dans le fossé, c'est-à-dire dans un trou. Un trou, c'est ce qui empêche justement la boucle de se fermer. C'est-à-dire que quelque part, l'appareil psychique fonctionne comme ça. Dans la tentative de boucler une boucle, mais qui ne sera jamais bouclée. Il manque toujours quelque chose, et ce quelque chose qui manque sera toujours perçu sous cette forme de la division de l'humanité entre ceux qui ont le phallus et ceux qui l'ont pas. Ça, c'est la disposition enfantine de l'esprit, hein, qui voit les apparences et qui ne voit pas, bien entendu, que la femme a aussi un organe sexuel, un utérus, des ovaires, etc. Ça ne se voit pas. Et on a beau vous l'expliquer quand vous êtes petit et qu'on pense qu'on est très moderne, très à la page, et qu'on vous explique ce que c'est graphique à l'appui, que le sexe féminin, eh bien, ça n'empêche pas du tout que ce qui est vu en premier, c'est de cet ordre-là, de l'ordre de la castration. Ce qui manque à une boucle pour être bouclé, ce qui manque à faire représentation. Représentation de quoi? Du sexe féminin. Parce qu'avec ma capsule de café, je fais une représentation du sexe de ma mère qui m'apparaissait d'une manière totalement dissociée. Alors, les blancs et noirs que je voyais sous forme hallucinatoire à mon adolescence ne disposaient pas de contours. Et ils étaient différés dans le temps. C'est-à-dire que le refoulement se servait du temps, un coup le noir, un coup le blanc, pour refouler la topologie de cette différence entre le noir et le blanc sur un bas-ventre féminin. Et c'est bien une topologie. Donc il s'agit de se faire une représentation de ce truc-là qui n'en avait pas, visiblement, dans ma tête à ce moment-là. Ça restait sans contour. Une représentation, c'est une image avec un contour. Et il faut pouvoir dessiner quelque chose. C'est pour ça que les dessins d'enfants sont essentiellement des contours. Quand ils arrivent à faire un bonhomme, c'est un contour. Et la première chose qu'ils font après avoir fait des gribouillis, c'est une boucle fermée. Et ça commence par être la tête d'un bonhomme. Ensuite, ils rajoutent un fil là, c'est des bras, des jambes. Et après, ils vont mettre aussi des contours aux bras et aux jambes. Mais au départ, il faut cette boucle fermée. Et c'est ce que le rêve continue à travailler. Fabriquer des boucles pour tout ce qui n'a pas été bouclé. Donc avec ma capsule de café, je fais une boucle non seulement pour le sexe féminin, mais aussi pour mon rapport avec mon frère, qui ne cesse pas de ne pas être bouclé, puisque, désolé de faire un jeu de mots en français, il n'a fait que me la boucler, c'est-à-dire m'empêcher de parler pendant toute ma vie. Et là, pour une fois, il me demande de parler en me demandant des explications sur la machine à café. C'est la première fois de ma vie qu'il faisait un truc pareil. D'habitude, c'est toujours lui qui sait les choses et qui parle et qui n'écoute rien. Donc là, pour une fois, il était obligé de m'écouter. Ça me permettait de boucler quelque chose. Et ça m'a fait revenir tout ce qui était encore non bouclé de mon rapport à lui. Et de mon rapport à ma mère, puisque dans mon rapport à lui, il y a le fait d'être mis en position féminine. Donc, qu'est-ce que le féminin? Qu'est-ce qu'un sexe féminin? Dans mon âme d'enfant, c'est une castration. La jambe qui casse parce qu'elle est prise dans la roue du tracteur. Et la basket qui se détache et qui va dans le ravin, c'est-à-dire le sexe féminin, un trou. Donc voilà, ça c'est une façon de dégager de la théorie d'une pratique, la pratique de l'analyse. L'analyse de l'inconscient, l'analyse à travers le rêve. Faire une boucle. Ça revient à quelque chose de simple, ce qui revient à faire une représentation de ce qui n'est pas encore représenté, ou d'une représentation inachevée.
Alors, ce que j'ai fait il y a plus de 10 ans dans mon livre, je peux le refaire sur l'année que je viens de passer, à travers tous les rêves qui m'ont été donnés de rêver, et où il est question de mes frères. Exemple, un rêve tout récent. Je travaille dans une équipe ou pour une entreprise, dans un centre culturel. Une de mes ex, Gisèle, m'a tendu un piège. Et en fait, tout le monde dans cette entreprise m'a tendu un piège. Et tout le monde se moque de moi. Il y a même un judoka qui est là, très grand, très fort, en habit de judoka, quoi. Et qui tente de me faire une prise. Mais j'échappe à cette prise, et je me retrouve, il me porte dans ses mains. Je suis debout, j'ai les pieds dans ses mains, et là je suis debout, et je domine tout le monde, et tout le monde se moque de moi, autour de moi. Et je leur dis, ben, vous n'avez pas honte, vous êtes 7-8 contre 1, c'est facile ça. Pourquoi je serais là à ce moment-là? Parce que j'avais fait une randonnée avec mon neveu qui a quelque chose comme 18 ans de moins que moi, voilà. Et mon neveu, à tout attraque pendant la randonnée, me raconte qu'il a le souvenir d'un moment où toute la famille était rassemblée. Il était enfant, j'étais un jeune adulte à l'époque. Et il me dit que ce jour-là, ça devait être un jour de fête, Noël, quelque chose comme ça, à la fin du repas, j'ai lu un texte de moi, pour tout le monde, et que mes frères se sont moqués de moi. J'avais complètement oublié cet épisode de ma vie. Complètement. Pourquoi? À la limite, parce que c'était tout le temps comme ça. Mes frères ne cessaient de se moquer de moi, hein, et de faire en sorte que je sois le petit, celui qui n'a pas de phallus, celui qui est castré, donc celui qui n'est qu'une fille. Hein. C'est la façon dont les mecs se défendent des autres mecs, en les traitant soit de PD, soit de nana, quoi. C'est une façon de se préserver en disant « moi j'ai un phallus, toi tu n'en as pas ». Ça, c'est la rivalité entre les mecs. Ça se passe pratiquement dans toutes les fratries. Mais ça marche aussi entre filles. Et de garçon à fille, ça se joue de toutes les façons possibles et imaginables, au sens de « moi j'ai quelque chose de plus que toi ». Ne serait-ce que moi je suis plus grand. Bon, puisque chaque aîné se trouve frustré d'avoir eu un cadet qui a pris sa place dans le cœur de maman, évidemment, puisqu'un bébé, il faut s'en occuper plus que les grands. Donc c'est toujours comme ça. Ce n'est pas la méchanceté des uns et des autres. Hein. Cette méchanceté vient de la situation qui est incontournable, qui fait qu'une maman doit s'occuper plus d'un bébé qui vient d'arriver que de l'enfant qui a 2 ans, 3 ans, 4 ans, et qui ne comprend pas, parce qu'il n'a pas les moyens, étant pas encore adulte, qui ne comprend pas qu'on puisse le laisser tomber pour cette espèce de larve qui vient d'arriver. Donc c'est ce qui a dû arriver à mes frères, évidemment, malgré leurs 11 ans de plus que moi. Et donc, toute leur vie se sont vengés à leur façon. Et donc, c'est ça que je remets en scène dans mon rêve. Ce souvenir qui est revenu à mon neveu, que moi j'avais complètement oublié. Alors, vous voyez aussi le fonctionnement de la mémoire, là. Lui, il l'a retenu. Pourquoi? Parce qu'il n'était pas victime dans ce souvenir-là. Il était juste témoin. Donc il a pu le garder en mémoire, tandis que moi, j'étais victime des moqueries de mes frères, et j'ai donc oublié. Hein. Quand on est victime, on a beaucoup plus tendance à oublier. Et en particulier si on est victime de viol. Là, j'étais simplement victime de moqueries. Et donc c'est ce qui revient dans mon rêve, des moqueries. Mais ce qui me revient aussi à travers l'histoire du judoka, dont j'évite la prise néanmoins, mais qui me prend quand même, c'est que quand quelqu'un peut être pris comme ça et tenu debout dans les mains, c'est que c'est un bébé. Hein. Là, c'est néanmoins un souvenir de bébé qui me revient. Même si via mon neveu, j'obtiens un souvenir de jeune adulte, là, j'obtiens un souvenir de bébé, un moment où j'étais pris dans les bras.
Et il y a condensation, ce qui me laisse penser que, même bébé, j'ai eu droit aux moqueries de mes frères. Et ce qui est normal, comme je viens de l'expliquer, dans la mesure où ils sont aînés, je suis cadet, ce qui est peut-être moins normal, c'est d'avoir été jusqu'à me violer, mais ça je ne sais pas. Je sais par contre pour ces moqueries, voilà quelque chose qui revient sous cette forme-là. Vous voyez que dans le rêve, je prends aussi une revanche, puisque je suis capable de dire, même dans mon statut de bébé porté par cet énorme judoka qui est sans doute un portrait de ma mère, vous n'avez pas honte, vous êtes à 7 ou 8 contre 1. 7 ou 8, c'est juste justement le nombre de membres de ma famille en y ajoutant les épouses de mes frères. Oui, porté comme ça, c'est... je vois tout de suite la Vierge que je voyais, la Vierge monumentale que je voyais depuis ma fenêtre quand j'étais petit, qui porte son enfant Jésus, non pas debout, mais néanmoins dans une attitude très, très debout, dirais-je, bien qu'il soit assis sur le bras de la Vierge Mère. Une pierre de plus au champ de cette question de mon rapport à mes frères, de mon rapport à ma famille, de mon rapport spécialement à peut-être un viol possible. Et il n'y a pas que celui-là. C'est un rêve que j'ai eu au début de l'année 2018. Je vous en donne que une partie, un fragment de rêve, sinon ça serait trop long. Je vous donne la partie qui est en rapport avec ce que je suis en train de raconter. Il est question d'enfants, de deux petites filles, plus exactement, des sœurs. Je vois la chaussure en plastique de l'une d'elles, totalement délitée. Il ne reste même qu'une sorte de ficelle, une ficelle rouge, vaguement enroulée. Le juge les a condamnées parce qu'elles ont fait une grosse bêtise. La condamnation, c'est qu'elles vont être piquées par deux punaises. Je trouve ça un peu barbare, mais bon, ça ne va pas durer très longtemps. Alors, vous voyez toujours le même processus du rêve qui consiste à inverser les situations. J'ai été piqué par deux punaises, c'est-à-dire mes frères, qui sont jumeaux. Être piqué, une métaphore pour être enculé. Hein, et les punaises, métaphore pour mes frères. C'est très souvent dans les rêves, pas seulement les miens, mais dans ceux de tout le monde. Et Freud le repérait déjà dans sa Traumdeutung, il disait que la fratrie est en général représentée par des insectes, de la vermine, les choses qu'on écrase. Voilà, ça c'est le sentiment réel qu'il y a qui circule dans les fratries, qui souvent est dissimulé sous une forme plus ou moins importante d'amour ou de tendresse, mais il y a ça dans le fond. Hein. Les rivaux par rapport à maman, on les écrase comme de la vermine, comme des punaises. Et là, j'ai retourné le truc, les punaises vont piquer les deux sœurs. Les deux sœurs, je les ai déjà piquées, puisque c'est mes frères, et je les ai déjà transformées en femmes. Puisque c'est ce qu'ils m'ont fait, je leur fais le coup en rêve. Et j'attribue cette fonction à un juge imaginaire, mais qui n'est autre que moi, hein, qui, au lieu, encore une fois, de subir la chose, je deviens acteur, à la fois juge, et puisque c'est moi qui tiens tous les rôles dans le rêve, c'est aussi moi qui serai la punaise qui va piquer les deux sœurs. Oui, et la sandale délitée avec juste une ficelle rouge, c'est pour rappeler la castration. Hein, la sandale, métaphore du pied, métaphore de la jambe, métaphore du sexe. Si cette sandale est tout à fait cassée, elle renvoie à la basket du rêve précédent. Et si surtout le seul fil qui reste est rouge, ça rappelle une blessure, ça rappelle la blessure des femmes qui saignent une fois par mois. Hein, c'est ça ce rappel de la castration.
Bon, ce rêve-là, je vous donne aussi que un fragment, le fragment qui concerne ce que je suis en train de traiter pour l'instant. Voilà, alors dans ce rêve, je suis sur une route et je rencontre deux types à vélo. Comme c'est la tombée de la nuit, je leur dis que c'est un peu tard pour faire du vélo. Et ils m'expliquent qu'ils ont fait toute l'Europe et que c'est la Grèce qui est championne pour les paysages. Je leur dis au revoir et j'arrive à un carrefour où aboutissent un pont au-dessus d'une voie ferrée, plusieurs avenues bordées d'arbres. Enfin bref, sur la route, plus loin, j'aperçois une voiture qui est en remorque d'une autre. Et en fait, c'est pas la voiture de devant qui tire, c'est la voiture de derrière qui pousse, qui de temps en temps va rentrer dans le cul de la précédente, de celle qui la précède, pardon. Et ça fait un peu bizarre, mais bon, c'est comme ça que ça avance. Et en allant un peu plus loin, je m'aperçois que en fait, c'est toute une série de voitures qui sont comme ça, reliées par des cordes à la queue leu-leu. Je me dis, bah tiens, c'est un garagiste qui ramène du travail pour son garage. Et je suis un peu interloqué qu'il soit, lui, le garagiste, dans la dernière voiture, plutôt que dans la première. Bon, alors vous avez tout de suite reconnu, hein, la voiture de derrière qui tamponne la voiture de devant, c'est effectivement, on dit rentrer dans le cul de la voiture, ça se dit comme ça en français tout simplement. Eh bien c'est une métaphore d'un acte sexuel, homosexuel, euh, et par qui, puisque je rencontre deux types en vélo, c'est mes deux frères qui étaient jumeaux. C'est cela que je vois d'abord, et ensuite c'est ce pseudo-garagiste, en quoi j'ai transformé les deux frères en un seul garagiste. Et pourquoi il m'indique que justement c'est la Grèce qui est championne des paysages? Parce que c'est une locution injurieuse que j'ai appris dans la cour de l'école quand j'étais petit, c'était va te faire enculer chez les Grecs. Parce que tout le monde sait que dans la Grèce antique, l'homosexualité n'était pas du tout condamnée, et même la pédérastie était non seulement pas condamnée, mais c'était une institution tout à fait normale de la société. Un homme âgé recevait chez lui un adolescent pour l'instruire des choses de la vie et donc des choses sexuelles. Voilà, donc c'est assez clairement dit dans ce rêve-là. Mais ça ne me dit pas plus sur la question réalité ou fantasme. Simplement, ça confirme que cette chose-là est là dans ma mémoire. Dans le rêve, si je suis interloqué, parce que c'est le dernier, il y a toute une série de voitures, on dit à la queue leu-leu, c'est peut-être pour indiquer qu'il y a eu plusieurs actes sexuels et que c'est toujours le dernier, c'est-à-dire celui qui est derrière, qui commande dans cette histoire. Alors là, je n'ai pas inversé les choses, mais je suis spectateur simplement. Je me mets en dehors. C'est aussi une façon de se faire une représentation, parce que comme au théâtre ou comme au cinéma, je suis dans un fauteuil et je regarde la représentation qui se déroule devant mes yeux. C'est une autre façon de boucler la boucle. Bon, ce rêve-là, je vous donne aussi que un fragment, le fragment qui concerne ce que je suis en train de traiter pour l'instant. Voilà, alors dans ce rêve, je suis sur une route et je rencontre deux types à vélo. Comme c'est la tombée de la nuit, je leur dis que c'est un peu tard pour faire du vélo. Et ils m'expliquent qu'ils ont fait toute l'Europe et que c'est la Grèce qui est championne pour les paysages. Je leur dis au revoir et j'arrive à un carrefour où aboutissent un pont au-dessus d'une voie ferrée, plusieurs avenues bordées d'arbres. Enfin bref, sur la route, plus loin, j'aperçois une voiture qui est en remorque d'une autre. Et en fait, c'est pas la voiture de devant qui tire, c'est la voiture de derrière qui pousse, qui de temps en temps va rentrer dans le cul de la précédente, de celle qui la précède, pardon.
Et ça fait un peu bizarre, mais bon, c'est comme ça que ça avance. Et en allant un peu plus loin, je m'aperçois que en fait, c'est toute une série de voitures qui sont comme ça, reliées par des cordes à la queue leu-leu. Je me dis, bah tiens, c'est un garagiste qui ramène du travail pour son garage. Et je suis un peu interloqué qu'il soit, lui, le garagiste, dans la dernière voiture, plutôt que dans la première. Bon, alors vous avez tout de suite reconnu, hein, la voiture de derrière qui tamponne la voiture de devant, c'est effectivement, on dit rentrer dans le cul de la voiture, ça se dit comme ça en français tout simplement. Eh bien c'est une métaphore d'un acte sexuel, homosexuel, euh, et par qui, puisque je rencontre deux types en vélo, c'est mes deux frères qui étaient jumeaux. C'est cela que je vois d'abord, et ensuite c'est ce pseudo-garagiste, en quoi j'ai transformé les deux frères en un seul garagiste. Et pourquoi il m'indique que justement c'est la Grèce qui est championne des paysages? Parce que c'est une locution injurieuse que j'ai appris dans la cour de l'école quand j'étais petit, c'était va te faire enculer chez les Grecs. Parce que bon, bah, tout le monde sait que dans la Grèce antique, l'homosexualité n'était pas du tout condamnée, et même la pédérastie était non seulement pas condamnée, mais c'était une institution tout à fait normale de la société. Un homme âgé recevait chez lui un adolescent pour l'instruire des choses de la vie et donc des choses sexuelles. Voilà, donc c'est assez clairement dit dans ce rêve-là. Mais ça ne me dit pas plus sur la question réalité ou fantasme. Simplement, ça confirme que cette chose-là est là dans ma mémoire. Dans le rêve, si je suis interloqué, parce que c'est le dernier, il y a toute une série de voitures, on dit à la queue leu-leu, ben c'est peut-être pour indiquer qu'il y a eu plusieurs actes sexuels et que c'est toujours le dernier, c'est-à-dire celui qui est derrière, qui commande dans cette histoire. Alors là, je n'ai pas inversé les choses, mais je suis spectateur simplement. Je me mets en dehors. C'est aussi une façon de se faire une représentation, parce que comme au théâtre ou comme au cinéma, je suis dans un fauteuil et je regarde la représentation qui se déroule devant mes yeux. C'est une autre façon de boucler la boucle. Oui, alors une autre façon de faire la boucle, c'est-à-dire que c'est l'écran. J'ai vu ça dans des centaines et des milliers de rêves. Je rêve que je suis au théâtre, ou je rêve que je suis au cinéma, ou de toute façon je suis spectateur d'une action. Cette façon de se situer dans un rêve, c'est effectivement de mettre un écran devant soi, l'écran sur lequel se passe l'action. La boucle, c'est alors l'écran. C'est une façon aussi de fabriquer une représentation, d'être actif dans la fabrication de la représentation. Alors pour le rêve suivant, âme sensible, s'abstenir, hein, mais il faut affronter ce genre de choses parce que dans le rêve, il n'y a pas toujours des choses très jolies et il y a aussi des choses horribles. Bon, ça va être le cas du rêve suivant. Alors dans ce rêve, je dors dans un dortoir et puis je me lève parce que j'ai envie de pisser. Donc je me réveille dans le rêve et je ne suis pas réveillé dans la réalité. Je cherche un endroit dans le village, c'est-à-dire je sors dehors dans le village, je cherche un endroit pour pisser. Je trouve un petit édifice qui est à principe prévu à cet effet, et mon problème est résolu. Mais l'instant d'après arrivent deux Américains dans ce petit édifice, qui est aussi un restaurant, et ils demandent à manger de l'homme. Et parce que dans ce pays, dans cette société, le cannibalisme est totalement toléré, il n'y a aucun problème. Dans un coin du restaurant, il y a trois hommes nus, très maigres, enchaînés, et l'un des Américains désigne le petit blanc, là, et le boucher, ou le patron du restaurant, dit sans problème. Il aiguise un grand couteau, et il va pour égorger le plus petit, là, des blancs.
Et je ferme les yeux parce que je ne veux pas voir ça, tellement c'est horrible. Et quand je rouvre les yeux, le cadavre de la victime est étendu sur le dos, derrière le bar, et le boucher s'apprête à le découper en morceaux. Ouf. Comment est-ce qu'on peut fabriquer des horreurs pareilles? Eh bien, c'est que le couteau qui va rentrer dans le corps de quelqu'un peut être une métaphore d'un acte sexuel. Parce qu'effectivement, j'ai jamais été témoin de l'égorgement de qui que ce soit, même pas d'animaux, parce que j'ai toujours vécu à la ville. Euh, et donc, ça peut être cette métaphore, parce que ce sont, dans mon rêve, deux Américains. C'est le chiffre 2 qui est l'indice qui me met sur la piste, puisque j'ai eu deux frères jumeaux. Et le restaurant est à la fois une pissotière, ce qui explique que c'est le phallus qui est en question, toujours pareil, à la place du couteau. C'est plutôt l'acte sexuel qui a été transformé ici en cannibalisme, manger, dévorer l'autre. Parce que c'est une façon aussi, un viol, c'est une façon de supprimer l'autre, supprimer sa volonté, supprimer son désir. On impose son désir à sa place, on se sert de son corps pour nourrir sa libido. C'est ça la métaphore qui est proposée par ce rêve. Et comme c'est particulièrement horrible, mais particulièrement métaphorisé aussi, le particulièrement horrible pourrait aller dans le sens d'une réalité des choses, mais le particulièrement métaphorisé pourrait indiquer que ce n'est peut-être jamais qu'une autre métaphore des moqueries ou des saloperies qui m'ont faites, mais qui ne sont pas forcément des saloperies sexuelles. Mais, encore une fois, ce n'est pas conclusif. Mais ça me fait avancer, toujours pareil, dans l'idée que c'est dans ma mémoire. Alors là aussi, je n'inverse pas les choses, mais je suis spectateur. C'est une représentation, mon rêve, c'est comme un cinéma où sur l'écran, je vois se dérouler les choses. Et c'est une façon de faire monter sur scène les représentations qui ne sont pas achevées. Et c'est une façon de les achever. Et là, on achève quelqu'un. Achever au sens de terminer la besogne, de le tuer. Le dessin d'un coup de crayon qui se recoupe, il faut le voir comme une coupure qui se recoupe, une coupure qui s'applique à elle-même, et de cette façon-là, ça détache un morceau de la surface. C'est ce morceau qu'on appelle une représentation. C'est une rondelle de papier, on peut la retourner, et du coup, la face verte est le signifié, la face rouge, la signification. Le signifié, c'est-à-dire le contenu manifeste du rêve, la signification, le contenu latent. Bon, alors un dernier rêve pour pas trop vous fatiguer. Dans ce rêve-là, je suis en train de mener une séance d'analyse et je m'aperçois que mon cabinet est en même temps une salle de restaurant ou de café, et qu'il y a un jeu de fléchettes et que des jeunes sont en train de jouer aux fléchettes. Et ils envoient les fléchettes contre une cible qui est particulière parce qu'elle représente un petit cochon peint en rouge et plat. Enfin, c'est-à-dire c'est pas une sculpture, c'est un espèce de plutôt de bas-relief. Voilà. Et j'interromps ces gens qui jouent comme ça dans mon cabinet en leur disant sortez de là, vous m'embêtez, quoi, vous empêchez les gens de faire leur analyse. Et il y a surtout deux personnes qui sont des femmes, qui sont assises sur une chaise, là, c'est ces personnes que j'essaie de faire sortir. Et elles sont aussi plates, comme le petit cochon, comme si c'était des peintures, et même les contours sont assez mal dessinés, et elles sont figées. C'est un peu comme certaines peintures du début du XXe siècle, des peintures des impressionnistes, qui est un style que je n'aime pas beaucoup.
Il y a même un moment où j'essaie de prendre le bras d'une de ces femmes pour la virer, pour la pousser dehors. Je suis très très en colère en leur disant, mais vraiment, vous emmerdez les gens qui veulent faire une analyse. Mais j'ajoute, si vous voulez faire vous-même une analyse, euh, venez la faire, mais venez pas emmerder les gens qui en font une. Bon, on retrouve l'histoire des punaises qui piquent. Et dans un autre rêve encore, c'était des guêpes qui avaient piqué quelqu'un. Là, ce sont les fléchettes qui piquent un petit cochon. Le petit cochon, c'est moi, hein, en représentation. Piquer, ça devient ce synonyme d'un acte sexuel, puisqu'il y a quelque chose qui rentre dans le corps de quelqu'un. Et ça fait plutôt mal, hein, une piqûre, que ce soit une piqûre d'insecte ou une piqûre de fléchette. Et là, ce rêve insiste sur la question de la représentation. Puisque là, j'ai transformé mes frères en 2 femmes, encore une fois, je les ai transformés en femmes, mais là, ce sont des représentations de femmes. Dans mon rêve même, je pense que ce sont des peintures impressionnistes. Et il y a ce petit cochon qui est plat, qui est donc en représentation, c'est une représentation de moi, et il y a ces 2 femmes qui sont aussi en représentation, parce qu'elles ont perdu toute leur 3e dimension. La différence entre une peinture et la réalité, c'est -1, c'est une dimension en moins. La représentation perd une dimension, comme le corps perd le phallus, en passant de homme à femme. C'est pour ça qu'on peut faire une métaphore du fait de faire des représentations, quelque part c'est une castration. C'est pour ça que le symbolique, le fait de faire des représentations, c'est une métaphore de la castration. La castration représente donc le fait même de faire des représentations. Je vous parlais au début de cette boucle qui permet de boucler la ceinture, la boucle étant le phallus. Ce qui manque pour terminer la représentation, eh bien ici nous en avons une autre version, où à l'intérieur du rêve, la question même de la représentation, la question de la peinture est posée. Ce qui manque à ces femmes qui sont figées, c'est la 3e dimension, c'est la représentation. Mais c'est moi qui ai fabriqué ces représentations. C'est-à-dire que j'ai castré mes frères pour les faire arrêter de jouer des fléchettes. Et effectivement, dans mon rêve, je prends en compte le fait que je suis en train de faire des analyses. C'est-à-dire le fait de faire des analyses, d'être analyste, c'est d'avoir pris en compte tout ce qu'il y a dans ma mémoire inconsciente pour pouvoir entendre ce qui est dans la mémoire inconsciente des autres. Et c'est ni drôle, ni sympathique, ni aimant. Justement, ce sont les sentiments les plus horribles qui sont réfugiés dans l'inconscient. Donc il faut être capable d'avoir affronté les siens pour pouvoir affronter ceux des autres. Sinon, si on refoule les siens, on refoule aussi ceux des autres. Donc on ne peut pas les entendre. Donc il est fondamental d'avoir fait ce parcours soi-même, de repérer les représentations qui manquent, d'avoir fait ce parcours, de tenter de les compléter, de constater qu'on n'y arrive jamais parce que ce qui manque, c'est le phallus. Et à ce moment-là, on a peut-être les oreilles un petit peu ouvertes pour faire pratiquer soi-même l'analyse. L'importance de ne pas conclure entre réalité et vérité du fantasme. La vérité du fantasme n'est pas forcément conforme à la réalité, mais elle peut l'être. D'où la distinction de bien distinguer vérité et réalité. Il y a une vérité de la réalité, mais il y a une vérité du fantasme. Il m'est arrivé de recevoir des gens qui venaient chez moi faire une 2e analyse et qui étaient partis de chez leur premier analyste en me disant, mon analyste, quand je lui ai raconté que j'ai été violé dans mon enfance, il m'a dit, c'est du fantasme. Ou il m'a fait comprendre, par des questions, je ne sais pas comment, que ce n'était que du fantasme. Or, c'est de la réalité. Cet analyste-là ne veut pas m'entendre. Eh bien, moi, effectivement, j'entends, au sens où si la personne tient à la réalité de son récit, je ne peux pas aller contre. Et je n'ai même, moi, pas à juger entre réalité et fantasme. C'est à la personne d'aller de l'avant de ce côté-là. Et mes questions peuvent éventuellement faire progresser le travail, mais comme vous l'avez vu à mon propos, ou comme vous allez le voir, moi-même, sur cette question, je ne parviens pas
à établir une conclusion. Et ça ne me dérange pas plus que ça. Aujourd'hui, ça ne me dérange pas plus que ça. Je pense que l'important, c'est d'avoir ce parcours, de faire une boucle. Ça me permet d'être sujet, de détacher une représentation. Le mouvement même de coupure dans une surface détache une rondelle. C'est ça la représentation. Et c'est ça l'important, c'est ce mouvement. Même si ce mouvement reste inachevé, mais qui reste inachevé est une garantie de la continuation du mouvement. Donc de ma continuation du fait d'être sujet.